Merci. Bonjour. Alors, c'est le premier 11-13 qu'on refait depuis la période de Covid. Donc, on est heureux de pouvoir recommencer ces interventions. Ça peut être d'ailleurs des 11-13 ou parfois des 18-20 en fonction des lieux et des thèmes que l'on aborde. Donc, aujourd'hui, c'est un 11-13 qui est consacré à la sécurité incendie. On va avoir donc 3 personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Le lieutenant-colonel Laurent Rieux, chef du groupement gestion des risques au SDIS de la Savoie. Le capitaine Élodie Martin et le lieutenant Régis Bochetaz du service formation du SDIS Savoie. L'intervention va se faire en 2 temps. Donc, on va avoir une première intervention avec le capitaine Élodie Martin et le lieutenant Régis Bochetaz qui vont nous présenter leur service formation et nous faire une demande spécifique pour entretenir les liens entre les architectes et le SDIS. Et ensuite, le lieutenant-colonel Laurent Rieux interviendra sur la sécurité incendie et comment améliorer les relations entre les architectes et les SDIS pour anticiper la sécurité incendie sur les bâtiments. On envisage, enfin on en parlera aussi, de pérenniser ces liens avec le SDIS d'une autre manière au-delà de cette intervention. On vous en parlera. Voilà, donc je vais laisser la parole à la capitaine Élodie Martin. Et merci de votre présence. Merci à tout le monde, bonjour. Donc Régis Bochetaz et moi-même, on est là aujourd'hui après un premier contact avec l'un d'entre vous pour vous présenter un outil dont le SDIS 73 s'est doté. Donc en 2018, le SDIS a imaginé un projet d'acquisition d'un outil spécifique de réalité virtuelle avec la création d'un plateau au niveau de l'école de formation des pompiers de la Savoie à destination des pompiers, de l'ensemble des services partenaires et aussi de la population pour les former sur des techniques du commandement qui nous est propre et aussi de la gestion de crise et des risques et tout le rapport aux risques qu'on peut retrouver au niveau de la Savoie. Donc pour ce faire, le SDIS a fait un énorme projet de demande de fonds européens. Donc ce projet, il a été en grande partie subventionné par des fonds Alcotra. Donc aujourd'hui, cet outil, il est installé au sein de l'état-major à Saint-Alban-l'Hesse et on a aussi une structure mobile qui travaille et qui bouge sur l'ensemble du territoire de la Savoie. C'est un outil donc de réalité virtuelle qui est composé d'environnements qu'on a fait créer par la société qui nous a fourni l'outil. Donc c'est un peu comme un jeu vidéo avec une qualité un petit peu moins inférieure, mais qui nous permet en fait de visualiser vraiment l'intervention, les conditions d'intervention et de se retrouver tous autour d'une image identique. Pour pouvoir avoir une idée beaucoup plus commune de tout ce qu'on doit faire. Donc ces environnements-là, on a des environnements qui sont génériques, qui ont été fournis avec l'outil, et on a des environnements qu'on a achetés, qui sont spécifiques à la Savoie. Notamment, on a modélisé une partie du centre ancien de Chambéry, Chambéry étendue, une partie, on devrait acquérir plusieurs tunnels au niveau de la Savoie. On a aussi une station de ski, notamment La Plagne. Donc on a plusieurs environnements avec des thématiques qui leur sont propres, où on peut faire intervenir des gens dessus, former des gens dessus sur tous les risques qu'on rencontre. Donc l'inondation, le feu, parce qu'aujourd'hui apparemment c'est la thématique incendie, donc qui est aussi notre cœur de métier. Donc on fait beaucoup de choses dessus. Et puis on fait tout type de risques qu'on rencontre, donc du risque chimique, du risque inondation, je l'ai déjà dit, tout un panel. L'objectif en fait de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'en fait dans ces environnements-là, on peut intégrer un certain nombre d'objets et notamment des bâtiments.
Donc après, je vais passer la main à mon collègue qui vous parlera plus technique. Et l'objectif en fait de ce contact avec vous, c'était de pouvoir identifier ce que vous seriez en mesure, ce que nous, on pourrait récupérer de vos travaux pour pouvoir les intégrer dans ces environnements-là et pouvoir faire travailler l'ensemble de nos agents et l'ensemble des partenaires extérieurs qui sont sur tout ce qui est sécurité civile sur ces environnements-là. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Du coup, j'arrête de meubler et je passe la parole à Iris Bossetas, qui est responsable, lui, de la mise en œuvre de cet outil au sein du SDIS de la Savoie. Donc, il a son équipe d'opérateurs qui sont formés sur l'outil et sur la mise en œuvre du plateau et qui sera plus à même de vous détailler tout l'aspect technique. Merci. Merci. Bonjour à tous. Présentation à qui est destiné l'outil de réalité virtuelle. Donc l'outil, effectivement, il est transposable, hein, mais il est non accessible à tous, au grand public. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc à tous les sapeurs-pompiers de Savoie, hein, de tout grade confondu, hein, donc du lieutenant-colonel au jeune sapeur-pompier qui va rentrer dans le monde sapeur-pompier. Tout ce qui est partenaire de la préfecture, pour tout ce qui est exercice de gestion de crise, où on peut monter en fait des situations afin de faire travailler des différents cadres de préfecture là-dessus, des élus du territoire, hein, que ce soit des maires, hein, puisque aujourd'hui tout ce qui est plan communaux de sauvegarde sont obligatoires désormais pour les élus. Donc forcément, il va y avoir forcément un besoin de leur part sur ce sujet-là. Les collégiens lycéens, donc par rapport à du grand public où il y a possibilité de transposer ça, de faire travailler ces jeunes sur la demande de secours, sur des thématiques du territoire auxquelles pouvaient être confrontés les jeunes, et les différents partenaires extérieurs, que ce soit police, gendarmerie, SAMU, ou également des exploitants. Comment utiliser la réalité virtuelle aux ISU de la Savoie? Donc il y a deux possibilités d'utilisation. Donc le premier, c'est centre de réalité virtuelle, hein, qu'on avait pu faire visiter à une de vos collègues. Donc c'est un plateau de réalité virtuelle de 250 mètres carrés où vous allez retrouver, donc là je vous ai mis quelques images. Donc, vous allez retrouver plusieurs murs d'images où sont projetées les différentes situations. Vous avez des box, hein, donc vous voyez les agents qui travaillent sur de la modélisation, hein. Donc aujourd'hui, comme disait ma collègue, ce sont des environnements qui sont génériques pour une partie, et une deuxième partie où on retrouve des éléments qui ont été modélisés par la société à travers des photographies, des prises de vue via Google Earth, et il y a une modélisation qui est assez grossière. Vous verrez, je vais vous montrer une vidéo où vous verrez que la modélisation est assez grossière, d'où notre présence aujourd'hui. Sur la possibilité en fait d'avoir la partie modélisation, de l'intégrer sur le logiciel et de créer la virtualisation afin de faire travailler les différents joueurs sur des exercices avec la réalité virtuelle. On va passer à la suivante. Donc ça, c'est la première partie sur un centre de réalité virtuelle. La deuxième partie, c'est une version mobile. Donc là, c'est quelque chose qu'on a réalisé sur... tout à l'heure, je vous disais à qui est destiné cette réalité virtuelle. Donc là, c'est une intervention auprès de lycéens afin de les mettre en situation sur une gestion d'un bus qui est pris par les eaux et de faire travailler les lycéens sur la demande de secours, quel numéro je compose, qu'est-ce que je dois dire, les premiers conseils que je vais avoir. Donc de pouvoir facilement mettre en situation les jeunes, puisqu'aujourd'hui, mettre en situation des jeunes juste avec des photographies, ça a vraiment ses limites. Mais je pense que vous devez savoir ce que je dis, hein, puisque aujourd'hui, avant, vous avez travaillé sur des plans. Aujourd'hui, on vous demande de travailler sur de la modélisation. Et en fait, on a à peu près la même problématique. Avant, on était sur quelque chose de 2D. Aujourd'hui, on a quelque chose de 3D. Donc forcément, ça a une vraie plus-value. Donc là, les différents environnements qu'on a à notre disposition. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de plateau. On a une partie de réalité virtuelle qui est immersive à travers des masques Oculus pour faire travailler les sapeurs-pompiers. Donc, vous voyez en fond d'image la possibilité de créer des avatars. Donc, la partie modélisation, elle est présente.
même si elle est un peu vulgaire, aujourd'hui, nous, l'outil nous sert en fait à créer, à virtualiser, c'est-à-dire injecter au fur et à mesure, que ce soit des avatars sapeurs-pompiers, des avatars de véhicules, créer des environnements dynamiques, c'est-à-dire de créer des feux, simuler des feux. Donc là, ce que vous voyez, c'est Belpline. Belpline, particularité de Belpline, c'est une grosse particularité. Je regarde le lieutenant-colonel Grieux, puisque ce bâtiment est un peu complexe, puisque c'est un parking souterrain qui fait 1500 mètres. Voilà, donc une vraie complexité puisque ça diffuse, je dirais, entre les différentes résidences de tourisme que vous avez de part et d'autre de la station, et dessus, c'est une piste de ski. Donc c'est un vrai enjeu, une vraie problématique pour la station et forcément pour nous. C'est très utile de faire travailler nos agents. La partie que vous voyez au-dessus, donc c'est le Grand Chambéry. Donc c'est une partie de Chambéry. C'est 25 km² de modélisé. Mais la modélisation est très très vulgaire, d'où notre présence aussi aujourd'hui, puisque ce sont des bâtiments où on ne peut pas entrer à l'intérieur. Et l'objectif un petit peu de la présentation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en termes de données 3D pour intégrer ces environnements qui sont vulgaires, je dirais, et de pouvoir travailler, faire travailler nos différents partenaires et nos différents sapeurs-pompiers. Une partie un peu plus qui a été modélisée, mais un peu plus précise, c'est le centre ancien de Chambéry. Centre ancien de Chambéry, le problème, c'est que ça a été fait par la société. Ça leur a demandé 6 mois. Ça leur a demandé 6 mois, uniquement à travers des plans qu'on a pu leur donner. L'intérieur, c'est très basique. Pour vous donner une idée, donc là, ce que vous voyez, c'est une vidéo d'un bâtiment, hein, que la société nous produit. Voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose de très basique. Donc vraiment une simulation de... Bon, ça brasse un peu puisque ça a été c'est un captage à travers l'Oculus, donc un agent qui avait sur le regard. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simpliste. Vous allez me dire, puisque vous avez quand même des outils de modélisation qui sont quand même beaucoup plus poussés pour vous. Donc vraiment des situations assez simples. Donc nous, notre plus-value de l'outil de réalité virtuelle, c'est de pouvoir créer en fait ces différentes boîtes à fumée, hein, donc de créer vraiment des flammes, des fumées, et de pouvoir mettre en évidence certaines problématiques sur un départ de feu, sur tout type de situation, tout type de bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est un environnement générique. J'avais quelques vidéos également à vous montrer. Après, je ne sais pas si ça amène déjà quelques questions par rapport à l'utilisation, à ce qu'on a comme outil. Peut-être. Non. Je vous propose de vous montrer quelques... Ah. Ça va être compliqué. C'est revenu. Parfait. Donc ça, c'est la modélisation de la station de Belplagne. Donc voilà un environnement enneigé avec certains bâtiments qui ont été modélisés, mais vraiment de manière très simple. Voilà. J'aurais aimé vous montrer le centre de Chambéry également. Donc, la vue de Chambéry. Donc, vous voyez là une partie de la gare de Chambéry. Hein, donc, ça a été fait à travers des données qui ont été récupérées par la société, mais vous voyez que c'est vraiment des bâtiments, en fait, c'est des répliques qui ont été remises. Et l'objectif de venir aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait échanger avec vous, savoir sur
la possibilité de pouvoir récupérer de la donnée 3D, à savoir que les différents types de données peuvent être récupérés sur notre logiciel, du SketchUp, voilà, et après de pouvoir à l'intérieur recréer des situations qui pourraient arriver sur le terrain en réalité. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur l'utilisation de la réalité virtuelle, comment on le réalise, et vous montrer un petit peu aujourd'hui ce avec quoi on travaille et ce sur quoi on aimerait tendre en fait sur quelque chose d'un peu plus simple. En fait, vous cherchez à créer une super maquette numérique d'un environnement, mais un peu dans tous ces filtres, géographie, poirie, construction, pour pouvoir après faire des scénarios de... Alors, c'est exactement ça. Alors, 2 types de scénarios qui peuvent être faits, donc soit quelque chose de très dynamique, soit également des films. Après, la partie très fine de voirie, on n'ira pas vraiment sur quelque chose de vraiment une finesse pure. Parce qu'aujourd'hui, on ne tente pas à faire de la maquette 3D, mais c'est vraiment pouvoir rentrer dans les volumes, de pouvoir en fait jouer avec le volume, parce que ça a pas mal d'importance pour nous, de pouvoir connaître les sites du territoire et de pouvoir en fait faire travailler sur la partie fonctionnelle de l'intégration sur un dispositif de secours. Et par exemple, entre un bâtiment qui a un ascenseur, un qui a un escalier, Oui. voilà, Clairement, c'est ça. vous voulez mettre beaucoup de données dans une maquette à des échelles territoriales. C'est exactement ça. Ah bah. En fait, vous l'aurez compris, au vu des différentes images et vidéos, nous, la qualité, le rendu visuel, on n'est pas sur un jeu vidéo pour s'il y a des gens qui sont joueurs un peu ici. Nous, ce qui nous importe, c'est la richesse des situations qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces environnements pour pouvoir entraîner et mettre en application tous nos pompiers et tous les partenaires extérieurs sur le plus de cas possible pour la préparation à l'opérationnel. Donc, on n'est vraiment pas sur un rendu visuel poussé, mais au final, à l'usage, quand on utilise l'outil et qu'on pousse les gens un petit peu dans leur retranchement, parce que l'outil de réalité virtuelle, il permet ça, il permet d'aller chercher un peu le stress de l'agent pour aller le faire travailler le plus loin possible sur ses capacités et le faire progresser. En fait, ce filtre visuel, il disparaît. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est diversifier et agrémenter ces environnements-là de choses réelles ou non réelles, mais qu'on est en mesure de rencontrer sur toutes nos interventions pour pouvoir enrichir notre bibliothèque de choses à enseigner. Après, je vous rejoins, c'est vrai que ça risque d'être un environnement très lourd, mais on ne veut pas quelque chose non plus, un environnement vraiment très, très fin sur l'ensemble du territoire, mais on veut quelques points un peu complexes par-ci, par-là. Parce qu'effectivement, si on veut un territoire, avec l'ensemble des volumes, ça va être trop compliqué. Donc c'est plus à vous de nous détecter les particularités, une liste exhaustive de particularités, et qu'après, chacun de ces cas géographiques urbains soit relevé avec une façon de faire, une méthode un peu stricte pour qu'après vous puissiez les exploiter. Et effectivement, en fait, il y avait 2 choses avec lesquelles on avait un questionnement. C'était savoir les types de données que vous aviez, déjà d'une part. Est-ce qu'ils sont projetables sur l'outil? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est connaître un petit peu la bibliothèque, je dirais, des travaux que vous avez pu réaliser, et savoir si à l'intérieur, il y a forcément des bâtiments atypiques, complexes, sur lesquels il serait très intéressant de travailler. Il vous faut des bâtiments qui soient vraiment dans ce secteur-là, ou on va travailler sur d'autres ERP? C'est pour ça qu'on s'adresse à Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour tout avoir. En fait, on a les environnements génériques et ensuite, si on arrive à récupérer les données, on est capable de les traiter comme des objets qu'on intègre. En fait, on a une équipe de concepteurs qui sont en charge de digitaliser en fait, les scénarios de formation
et qui sont là pour construire graphiquement le rendu de l'exercice. Donc en fait, ils chargent l'environnement et ils vont chercher les outils et les objets qui sont inclus dans la bibliothèque qui sont nécessaires à la réalisation de l'objectif de la formation. Donc on peut vraiment envisager d'aller chercher des bâtiments. Même le but, c'est pas de travailler sur de la reconnaissance secteur. Pour ça, nos pompiers de la Savoie, ils prennent leurs voitures et leurs engins et ils vont faire de la reconnaissance secteur sur leur temps de garde parce que ça, c'est un élément essentiel de la formation pour l'opérationnel. Nous, ce qu'on cherche, c'est aller les faire travailler en mode virtuel sur des choses qu'on a plus de mal à faire en vrai. Voilà. Il y a tout un tas d'interventions qu'on fait très peu ou qu'on ne fait pas assez souvent pour être bon. Et du coup, on a besoin de les répéter et donc de les répéter en virtuel. Donc si demain, on a besoin d'aller travailler quelque chose de précis sur un bâtiment qu'on ne trouve pas à Chambéry mais qu'on trouve en station, on peut très bien le délocaliser. Enfin, on peut le mettre où on veut en fait. En fait, c'est des plaques. On colle le fond de plaques de Google Earth, une photographie, et après on met des volumes dessus. Pour faire simple, et en fait, finalement, on pourrait prendre, comme les données Google Earth sont disponibles à tous, grand public, on plaque la photographie de vue aérienne, et après on met les volumes dessus. Donc après, tout est possible. Dans notre bibliothèque, on peut poser des routes et finalement reconstruire en fait l'environnement tel qu'il est. Il y avait juste à préciser, si vous voulez, par rapport à nos maîtres d'ouvrage, peut-être qu'il fallait quand même avoir une autorisation de nos clients publics, parce qu'on était principalement sur l'ERP, sur le logement d'intervention sociale, sur des choses, des immeubles peut-être de plus hauteur. Voilà, ce n'était pas la maison individuelle numérisée qui nous intéressait, clairement. Non, les petits volumes ne nous intéressent pas. Ça. Et donc à un moment, du coup, quand bien même on est propriétaire, on a la propriété intellectuelle de nos jumeaux numériques, il fallait néanmoins qu'on demande à mes maîtres d'ouvrage leur autorisation pour le conduire transfert. Oui, je pense que en fait, l'ordre des architectes là pourra faire le lien entre les deux pour créer une convention. Je pense que l'intérêt, ce serait de créer une convention dans laquelle on intègre les notions de propriété intellectuelle, d'accord du maître d'ouvrage, etc. La manière d'utiliser les documents. Donc je pense qu'il faudrait qu'on mette en place ça pour... C'est ce que j'allais aborder. Hein. Le passage par une convention, de toute façon, il est indispensable et nous, on y est totalement favorable. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et habitué en plus, parce que l'outil fait déjà l'objet de différents conventionnements pour l'intégration de tout un tas de données. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà rodé. Est-ce que c'est un dialogue que vous avez également avec les bailleurs sociaux, par exemple, qui sont beaucoup de parquets? Non, aujourd'hui, on a rien du tout en termes de contact, puisque le projet il est à son commencement, hein, puisque ça fait... on a profité un petit peu du Covid où on a pu développer un peu, mais c'est à son tout début. Oui, j'avais dit tout à l'heure 2018, mais parce que 2018, c'est l'origine du cahier des charges. L'outil il a été installé il y a 1 an et demi et il a été 6 mois en phase de test. Et ça fait 1 an qu'on met en œuvre les formations au sein de nos équipes et à l'extérieur et qu'on monte progressivement en puissance sur le type de public qu'on atteint, ce qu'on propose comme type d'intervention. Et du coup, on développe progressivement, hein, mais du coup, c'est du projet un petit peu d'envergure, donc ça prend un peu de temps, et l'objectif, c'est d'aller toujours un peu plus loin sur ce qu'on est en mesure de donner, d'où aujourd'hui. Discussion sur nos parents de maîtres d'ouvrage qui sont dans les sociaux, savoir si, d'un point de vue académique, il y a déjà été prévu par ailleurs aussi. Non, pas du tout, parce qu'en fait, de toute façon, les bailleurs sociaux, je ne suis pas sûre qu'ils disposent des modèles numériques de... Si ? Certains, si, ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore rentré. On ira les voir éventuellement, mais après, l'objectif, c'était de rentrer par un biais avec une diversité de propositions, pas uniquement de l'immeuble d'habitation. Voilà. On était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus diversifié, beaucoup plus large en tant que RP et immeuble d'habitation. Et l'industrie, oui, on n'est pas limité. Je voulais savoir, en fait, vous avez un bureau d'études qui va retravailler sur nos données, parce que nous, on a des données, je veux dire, enfin, ce grand mot de BIM, mais au moins des données d'architectes.
ça ne veut pas dire qu'un pompier est en mesure de se promener dans le couloir. Parce qu'on ne renseigne pas... comment expliquer ça? C'est, par exemple, typiquement un faux plafond, là, pour vous c'est important, mais c'est une peau, vous voyez... Oui, alors par rapport à la texture, une texture de faux plafond, on n'ira pas jusqu'à cette finesse du détail. Nous, c'est vraiment du volume, comment on peut circuler dans les différents volumes. On n'ira pas jusqu'à cette finesse de demander, là on a une armoire électrique avec tant de disjoncteurs, on n'ira pas jusqu'à ce point-là en fait. C'est peut-être que mes confrères savent donner ça. Nous, on n'est pas en mesure de donner ça, mais on nous impose d'avoir tout un tas de renseignements de type tube, hein, en gros. Hein. C'est surtout pour ça que ça a été mis en place, c'est pour les fluides. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que nous, ça, c'est pas... À la limite, c'est du domaine presque des bureaux d'études. Nous, les archis, on travaille, bien sûr qu'on intègre ça dans nos plans, mais on ne fait pas... Après, on ne sait même plus travailler sur nos plans, c'est trop lourd. Oui, mais nous, ce n'est pas quelque chose de très lourd. Nous, on veut vraiment quelque chose de... Les maquettes, en fait. Exactement. C'est vraiment de la maquette. S'il y a 2 étages l'un au-dessus de l'autre, ou il y a un petit sas entre les deux. Oui. C'est des maquettes pour vous balader dedans. C'est exactement ça. On ne veut pas une finesse sur... tout ce qui est gain technique, nous, ça ne nous intéresse pas. On aura de la texture basique, on replaquera en fait. Ça va être très peu retravaillé derrière. On n'a pas les reins assez solides pour avoir. On n'a pas de technicien sur la modélisation pour agrémenter tout ça. Et en fait, on n'a pas l'intérêt. En fait, ce qu'il faut nous donner, c'est les formats que vous voulez. Puis après... Alors, dans la grande majorité des formats qui sont utilisés dans la 3D, ils sont quasiment tous exploitables, tous transformables, puisqu'on sait que chaque outil de modélisation en fait, a son format propre. Et le fait de transformer, ça fonctionne assez bien a priori. Et c'était aussi l'objectif de venir aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir si c'était faisable et savoir si on pouvait le tester également pour le mettre en place sur l'outil. Moi, j'ai 2 questions. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls dans la région à faire ça. Donc, qui est-ce qui le fait dans d'autres départements ou comment vous êtes organisé au niveau régional? Parce que ça, je ne sais pas trop. Et puis, la deuxième chose, moi, je représente la Direction régionale des affaires culturelles et j'avais des questions sur les monuments historiques. Parce que ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les trucs... on connaît bien la question des cathédrales et voilà. Donc, est-ce qu'il faut... Parce que ça, il y a des modélisations de cathédrales ou du monument historique qui sont une question cruciale pour la conservation. Mais ça, si jamais vous avez, nous sommes bien entendu preneurs de ce genre de choses. C'est des objets que pour l'instant, on n'a pas dans notre bibliothèque et qui, bien sûr, par la suite... peuvent faire forcément l'objet de formations très ciblées dessus. Donc oui, on est preneur. Après, pour répondre à votre première question, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais les SDIS, c'est départemental. Donc en fait, il y a une gouvernance locale. Et ce projet-là, il a été monté en lien déjà avec le 04, le 05 et le 38. Donc il y a déjà 4 départements, enfin 3 parce que le 05, il n'en fait pas partie, mais 3 départements de la région. Vous avez l'un en plus qui a déjà cet outil. Et d'autres qui sont en cours d'acquisition. Donc c'est quelque chose qui va être amené à développer. Maintenant, les conventions, en fonction de ce que les autres veulent et des limites aussi que vous mettez, elles seront soit avec nous, soit aussi, parce qu'on peut envisager aussi, nous, derrière, de conventionner avec d'autres, si vous nous le permettez, pour transmettre aussi ces données. Sachant que techniquement parlant, le transfert d'objets et tout, il est un peu... il se fait, mais il faut être carré sur comment on le fait. C'est un peu complexe, mais ça se fait. On prend des bâtiments de partout. Mais on prend des bâtiments de... Ah non, mais pas du tout. Sur les monuments historiques, les compagnons du devoir, ils ont des maquettes numériques. Après, sur tout ce qui est bâtiment comme ça, alors je pense que le colonel peut plus en parler que nous sur le plan de sauvegarde des œuvres.
Nous, aujourd'hui, on n'a pas travaillé dessus. Donc, c'est une vraie cible aussi. Ça peut être une vraie cible, effectivement, de pouvoir récupérer ces données et de pouvoir effectivement monter ce type de choses-là. Pour compléter sur la région Aura, vous avez l'Allier qui est en cours de prospective pour l'achat également de l'outil. À savoir que là, on parle de cet outil à travers le prestataire qui nous a vendu l'outil de réalité virtuelle, sachant qu'il y a d'autres départements qui utilisent d'autres outils, mais eux qui utilisent plutôt des environnements qui sont très génériques et qui ne sont pas issus du territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le territoire, et c'est pour ça qu'on vient échanger avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on enverra à l'issue de ce conseil un mail à tous les architectes qui sont présents là pour vous solliciter. Pour vous solliciter sur ce point-là, et comme ça, vous aurez l'adresse mail à laquelle vous pourriez éventuellement nous envoyer les documents que vous pourriez avoir. L'objectif du jour, c'était vraiment d'avoir votre accord en fait, et de présenter les possibilités de l'outil, pardon. Donc après, à vous de nous dire si tout le monde est d'accord, et puis voilà, et puis de fixer aussi vos limites et qu'on dressera dans la convention par la suite. Voilà. C'est vrai que c'était une vraie prise de contact. Enfin, on avait déjà eu une première prise de contact où ça s'était bien passé, et c'était vraiment vous présenter pour pas qu'il y ait de frein aussi de se dire ok, je produis quelque chose, je vais le donner aux pompiers, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Donc c'était aussi un petit peu vous montrer ce qu'on va en faire, que ça va pas être diffusé de partout, qu'il y a des conventions qui nous protègent et qui vous protègent, et que l'objectif, il était plutôt de faire monter en compétence les gens, que des choses qu'on pourrait vous récupérer vos données et les retravailler derrière. C'était pas du tout l'objectif. Voilà. En tout cas, on espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions, et qu'il ne faut pas hésiter, à travers les contacts, de pouvoir en poser d'autres. On pourra avec joie y répondre. Voilà, il a fait le mot de la fin. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je profite de ce petit moment pour vous dire que donc, les 11-13 valent pour 2 heures de formation complémentaire pour les architectes. Donc, on vous pensez à récupérer votre attestation de formation avant de partir. Et puis, n'hésitez pas à solliciter l'ordre des architectes sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans ce genre de réunion d'intervention. On ne refera pas demain matin une réunion à Aix-les-Bains, mais on en fait sur toute la région. Donc on va en faire à Grenoble, on en fera certainement en Haute-Savoie, dans l'Ain, dans le 69. Donc vous êtes invités à y participer où que ce soit. Et donc n'hésitez pas à nous solliciter sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Merci. Je me présente, Laurent Rieux, je suis chef du groupement gestion des risques au département de la Savoie. Donc, je vais parler un peu de Savoie, on peut aussi parler des autres, puisqu'on est tous organisés à peu près de la même manière dans chaque département, qu'on soit dans le Rhône, qui est un service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Le but de cette rencontre, c'est que lorsque le nouveau bureau est arrivé en Savoie, je vais regarder Étienne parce que il était présent parfois en commission de sécurité. Et Isabelle a repris un peu le flambeau. Elle est venue un peu plus souvent en commission de sécurité. Puis je me suis dit, mais on ne se connaît pas. Vous ne nous connaissez pas, vous ne connaissez pas notre travail et on ne connaît pas le vôtre. Et plus on connaît le travail de nos interlocuteurs en face, plus on a de chances de trouver des terrains d'entente, se comprendre et voir quelles sont les marges de progression, là où on peut s'améliorer. Donc, j'ai proposé ça à Isabelle, et puis bon, on m'a parlé du 11-13. Je dis, bah oui, pourquoi pas, on est capable de venir vous parler prévention. Alors, je ne vais pas vous abreuver de textes, de machins, de trucs, non. L'idée, c'est plutôt de créer cette rencontre et de se dire comment je fais pour arriver à avoir le bon interlocuteur au SDIS quand j'ai un souci. Quand est-ce que je peux le questionner, quand est-ce que ça ne sert à rien. Donc là, j'ai eu pas mal de têtes connues dans l'assistance. Alors moi, j'ai un lourd passé. Sur 30 et quelques années de carrière, j'en ai 20-25 de prévention, donc prévention ERP. Donc je connais un peu mon sujet.
enfin, j'estime connaître mon sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le SDIS de la Savoie? Mais c'est la même chose pour les autres. Hein. Alors, les diapos ne sont absolument pas pédagogiques. Hein. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de machin. Ça doit être écrit trop petit pour ceux qui sont au fond. Mais ce n'est pas grave. Les SDIS, ce sont des établissements publics autonomes. Donc, cette notion-là doit vous intéresser. Alors, il y en a quelques-uns qui concourent pour construire des centres de secours. Ben oui, on fait des marchés comme les autres établissements publics. On a des missions. Et donc, oui, la particularité, c'est qu'on a une double autorité. On est à la fois sous le préfet, l'autorité du préfet, qui est le représentant du ministre de l'Intérieur, puisque les sapeurs-pompiers dépendent du ministre de l'Intérieur en termes d'autorité, et de la présidente du conseil d'administration. Donc, on a une présidente en Savoie, dans le Rhône aussi. Et il y a pas mal de départements où les dames ont pris leur place. Et donc, ce conseil d'administration, il est là pour gérer le budget. Et donc, vous avez un qui commande et un qui paye. Vous voyez comment ça marche? Donc, des fois, ça ne marche pas, mais... Ici, ça marche bien. Donc, en Savoie, ça marche bien. Et donc, les missions, elles sont clairement posées dans la loi. On est chargé de la prévention, de la protection, de la lutte contre les incendies. Donc, la notion de prévention, elle est bien dans la loi. Donc, c'est extrêmement important. Et on concourt avec les autres à la protection, à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes. Et là encore, à l'évaluation, à la prévention des risques technologiques, naturels, ainsi qu'au secours d'urgence. On a des moyens. Bon, en Savoie, on est quand même... 103 personnes administratives et techniques, environ 500 sapeurs-pompiers professionnels, 1800 volontaires, dont 120 au service de santé, donc infirmiers, médecins, kinés et autres. On embauche des sapeurs-pompiers saisonniers. On a 100 surveillants de baignade. Donc en Savoie, il y a des plages. Et donc, on embauche 100 surveillants de baignade tous les étés. Et on a 147 jeunes sapeurs-pompiers, donc qui sont des jeunes entre 12 et 16 ans. Le budget du SDIS de la Savoie, c'est 60 millions en fonctionnement, 10 en investissement. Et le principal financeur, c'est le département, et puis les collectivités. Donc ça, c'était la présentation rapide. Le groupement gestion des risques, on est multicarte. J'ai une super équipe, j'ai une vingtaine de personnes, officiers et personnes administratives avec moi. Donc on est sous l'autorité directe du directeur départemental adjoint. Et surtout, donc, qu'est-ce qu'on fait? La prévention dans les établissements recevant du public, dans le cadre des commissions de sécurité, le suivi des sites industriels, les sites Céveso, les installations classées. Donc vous pouvez aussi intervenir là-dessus. Le tunnel routier. En Savoie, on a cette chance d'avoir plein de tunnels routiers qui sont soumis aux règles européennes. Donc 17 tunnels routiers à suivre. On a 16 000 points d'eau que l'on suit également. On s'occupe des manifestations, des dispositifs prévisionnels de secours. On vient juste de sortir de Musilac, l'étape du Tour hier et encore le Tour de France le 13 et le 14. Donc c'est ce genre de gros trucs intéressants. On fait des plans établissements répertoriés, c'est-à-dire qu'on essaye de connaître à l'avance les bâtiments dans lesquels on intervient, les sites industriels et autres. On fait de la cartographie, là aussi qui est numérisée aujourd'hui. Et puis, donc voilà, mon équipe, c'est une vingtaine de personnels qui sont répartis et à Saint-Alban et à l'antenne prévention Albertville. Donc ça, c'est pour notre partie. Mais ce calque, vous pouvez le mettre sur tous les départements. Après, ça s'appelle plutôt groupement prévention, plutôt... peu importe les termes, mais dans l'idée, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et on va parler plus de bâtimentaire, évidemment. Oh, c'est absolument pas pédagogique ce que j'ai fait. Hein. J'ai tout mis vite fait. Bon, sachant qu'il faut qu'on s'arrête à 13h, c'est ça? Sinon, vous allez crier famine. Donc, juste pour quelques rappels pour qu'on se comprenne bien. En France, on n'a que 3 possibilités en termes de prévention, de classement de bâtiments. C'est soit on relève du Code du travail, donc les établissements recevant des travailleurs, soit on est de l'habitation, soit on est établissement recevant du public. Il n'y a pas d'autre chose. Hein, il n'y a que ces 3 grandes familles de produits. Hein, donc, à partir de là, chaque fois qu'on est à se questionner, savoir de quelles règles on relève, c'est bien ça qu'il faut revoir. Alors après, ça mélange plein de choses. Hein. Dans un ERP, il y a des travailleurs, forcément. Dans un immeuble de bureau, il peut y avoir du public accueilli. Mais finalement, c'est bien toujours ces 3 règles qui s'appliquent. En habitation, on en parlera un petit peu. Tout à l'heure, mes collègues parlaient de la Plagne, mais ça me fait penser aux stations. Cette notion de résidence de tourisme, on va pouvoir en discuter, c'est super intéressant et complexe. Mais les commissions de sécurité, là aussi, elles fonctionnent à peu près partout de la même manière dans les départements. Il y a une commission annuelle, donc la commission consultative départementale sécurité et accessibilité. Ça, c'est une commission qui est gérée par le préfet et qui réunit aussi bien la partie sécurité ERP, l'accessibilité, les enceintes sportives, le suivi des campings soumis au risque en inondation, les feux de forêt,
Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les tunnels, tout ça, c'est dans la même CCDSA et c'est partout pareil dans tous les départements. Après, vous avez une sous-commission départementale. Chez nous, elle se réunit 2 fois par mois. On étudie les dossiers de tout ce qui passe en construction, établissement, recevant du public. Il y a la même chose en accessibilité, mais évidemment, ça ne dépend pas de nous, mais de la DDT. Et ensuite, des commissions d'arrondissement ou communales. Alors, en Savoie, on a 3 arrondissements, 2 communales, une ici à Aix et une à Chambéry, et qui étudient les rapports de visite. Toutes les visites que l'on peut faire dans les établissements recevant du public, visites de réception, visites périodiques, visites particulières sur la demande d'un maire ou une visite inopinée. Et le rôle des commissions de sécurité, on peut peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus. Alors, vous posez toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure, hein, parce que sinon, ça va être un monologue d'1 heure et vous allez tomber normalement. Donc, les rôles des commissions de sécurité, c'est d'émettre un avis. Et je pose le mot émettre un avis. On n'émet que des avis, nous. Hein, on n'interdit rien, on n'autorise rien, on émet des avis. Donc, on émet un avis sur la conformité des projets. Eh ben, vous présentez des projets dans le cadre des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Oui. Oui. Actuellement, vous n'émettez plus d'avis sur beaucoup de RP, à part lorsqu'il y a des locaux de sommeil. Alors oui, très bonne question. C'est fait exprès, hein, le but, c'est de pas tout dire là, parce que sinon... Donc effectivement, les établissements recevant du public de 5e catégorie sans sommeil, je ne voudrais pas vous dire qu'ils ne nous intéressent pas, mais presque. Non, en fait, on est tellement en déficit de préventionnistes dans tous les départements. Moi, j'en suis. J'ai une équipe de 6 alors que j'ai 10 postes. Donc, vous voyez, forcément, je ne fais pas le même travail à 6 que quand on était 9 ou 10. Donc, ce qu'on a proposé à monsieur le préfet, qui nous l'a validé, comme dans d'autres départements de la région, c'est de dire les établissements recevant du public de 5e catégorie sans sommeil ne présentent pas de risque particulier. Quand vous construisez un supermarché dans lequel rentrent 200 personnes, ça vous fait un truc à 600 mètres carrés, un supermarché de 600 mètres carrés en simple rez-de-chaussée qui a des sorties de partout. Il ne présente pas de risque. Il n'y a pas de mort dans les supermarchés. Enfin, moi, j'en connais pas. Hein. Dans les derniers, c'est extrêmement rare. Donc, mais vous voyez, dans l'idée, pareil, quand vous aménagez le cabinet médical, la maison de santé, la maison d'accueil des assistantes maternelles, oui, pour le village, pour le maire, c'est extrêmement important comme projet. Nous, ça ne présente pas de risque. Donc, c'est pour ça que, en fait, ces dossiers de 5e catégorie, sans sommeil, on les regarde. On les regarde. Hein, on les laisse pas. On les regarde pour savoir si le classement est le bon, parce que vous avez toujours. Enfin, ça peut arriver d'avoir un établissement de 5e catégorie, une boutique de 5e catégorie d'un magasin, mais en fait, elle est dans un ensemble commercial de première et le dossier il est mal posé. Donc, ça arrive. Donc, on les regarde. S'il n'y a pas de problème, on a un courrier type, effectivement. On dit, il n'y a pas de souci, respectez le règlement, au revoir. Alors, on essaie d'être poli, mais on n'a plus les moyens de regarder ces bâtiments-là. En même temps, je vous dis, ça ne présente pas d'intérêt. Par contre, oui, imaginons qu'on crée un établissement recevant du public de 5e catégorie ici. Vous nous dites que c'est coupe-feu 1 heure dessus, dessous, à droite, à gauche, qu'il y a des sorties indépendantes et tout. C'est bon, quoi. Il n'y a pas de sujet. Donc, vous voyez, on n'a pas tellement d'énergie à perdre sur des choses qui sont pas importantes. On essaie de fixer des priorités. C'est gênant, hein, mais on est comme tout le monde. Le service public, il est comme tout le monde. On est obligé de prioriser. Donc, effectivement, vous avez raison. Les ERP de 5e catégorie n'ont plus d'avis de commission. Ce qui veut dire, quand on émet un avis sur la conformité d'un projet, on émet un avis soit favorable au projet, soit défavorable au projet. Après, l'autorité qui délivre le permis de construire fait ce qu'elle veut. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Pendant un moment, on a osé dire et nous enseigner à l'École nationale que si on mettait défavorable à un projet de permis de construire, le maire ne pouvait pas autoriser les travaux. Ce n'est pas vrai. Donc, par contre, c'est un peu délicat. C'est-à-dire que si vous avez un avis défavorable sur un projet de permis de construire, parce qu'il manque des issues ou je ne sais quoi, si vous construisez quelque chose qui n'est pas conforme, le jour où on va réceptionner, ce sera à nouveau non conforme. Donc, c'est un peu dommage de s'enfermer là-dedans. Le seul moment où vous êtes lié, c'est sur les demandes de dérogation au règlement de sécurité incendie. Si la dérogation n'est pas acceptée, qu'il y a un avis défavorable à la dérogation, là, vous ne pouvez pas lancer les travaux comme ça.
Mais bon, le but, c'est de dialoguer et qu'il n'y ait pas d'avis défavorable au permis. On met très peu d'avis défavorables sur des permis. C'est vraiment quand on est dans des impasses, que personne ne veut bouger. Alors, je ne vais pas parler pour mes collègues des autres départements, mais nous, ce qu'on essaye de faire ici, et notre directeur était très clair, c'est qu'il faut qu'il y ait du dialogue. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que plus on dialogue en amont, plus on a de chances d'arriver à des solutions. Hein, l'idée, c'est vraiment que les projets se fassent. Enfin, moi, j'ai bien entendu le message et du président de la République relayé par les préfets. Il ne faut pas que l'administration soit un frein à l'économie. OK. Donc, on va construire, mais autant construire comme il faut, quoi. Hein, donc, ensuite, on émet des avis avant l'ouverture des établissements. On vient réceptionner les travaux. Là, on a... donc, c'est vous qui déclenchez ça, hein, quelque part, en tant que maître d'œuvre. Bureau de contrôle. Les travaux sont terminés. On a un rapport de l'organisme agréé et on vient réceptionner. La plupart du temps, il n'y a pas de problème. Bon, on a quelques soucis de délai, vous aussi. Donc, les chantiers ne sont jamais terminés à temps. Pourtant, le magasin il doit bien ouvrir demain. Le chantier n'est pas terminé aujourd'hui. Comment on fait? Deux solutions. Soit on n'émet pas d'avis parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, soit on émet un avis, on sait très bien que les travaux vont être terminés dans la nuit pour que ça ouvre demain matin. Bon. Ça aussi, c'est une question d'équilibre. Hein. On n'a forcément pas les mêmes réactions si on vient réceptionner une maison de retraite, un hôtel ou un supermarché en simple rez-de-chaussée. Hein, les risques ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, il y a de l'analyse de risque de partout. Et donc, après l'ouverture, le bâtiment vit sa vie. Hein, donc, on va surtout parler des établissements de 5e catégorie avec sommeil ou les autres 4e à première catégorie et les immeubles de grande hauteur. Donc après, on le visite régulièrement. Et quand on visite régulièrement un bâtiment, on est là pour estimer le niveau de sécurité. J'avais un collègue moi, qui avait une bonne analyse. Il se disait, est-ce que je viendrai ici avec mes enfants? Dormir dans un hôtel, dans un centre de vacances, ou même... il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien dans des bâtiments. Hein. Il y en a quand même quelques-uns qui hochent la tête, donc c'est ça. Il y a des endroits où on ne se sent pas bien. Et nous, en plus, on a un regard, on est un peu formaté, mais on a un regard sécurité. Même quand je suis en vacances, moi, forcément, je regarde... Quand je vais dormir à l'hôtel, je regarde par où je peux m'en aller. Quand j'arrive à l'accueil, je regarde si le SSI n'est pas tout en sapin de Noël avec plein de trucs qui sont éclairés. Mais bon, c'est une déformation professionnelle, mais vous avez la même. Hein. Vous regardez les façades et comment c'est construit. Bon. Donc, hein, on essaye d'estimer ce niveau de sécurité. Et là aussi, il n'y a pas que le règlement de sécurité. Le règlement, il évolue très peu. Hein. Aujourd'hui, vous le voyez, on est plutôt dans un élagage des textes que de la profusion de textes qu'on avait jusqu'il y a 10-15 ans. Mais on fait une analyse de sécurité par rapport à la date de construction du bâtiment et au niveau qu'il devrait atteindre s'il était construit aujourd'hui. Et on fait ce différentiel-là. Alors, quand c'est facile à faire, on se fait l'analyse nous-mêmes. Quand c'est trop compliqué à faire, on demande soit un bureau d'études, soit un organisme agréé de regarder quel est le différentiel entre le bâtiment construit et ce qu'on attendrait. On parlait de la DRAC tout à l'heure, hein, la cathédrale de Chambéry, si on prend celle-là ou celle, peu importe, forcément, elle est construite à une époque où les règles de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et pourtant, quand vous allez à la cathédrale, vous êtes en sécurité. Hein. Mais on n'a pas fait inverser le sens d'ouverture des portes. Hein, les grands portails, là, non, c'est toujours les mêmes. Donc, toutes ces choses-là, ça s'appelle de l'analyse. Et on le fait au moment des visites pour essayer de proposer un avis. Et là, c'est pareil. Sur les visites, on émet des avis. Donc, on soit en commission départementale, communale ou d'arrondissement, on émet des avis pour l'autorité de police. En fait, on travaille toujours pour le maire ou le préfet, suivant les niveaux. On travaille pour le maire en disant, monsieur le maire, madame le maire, le bâtiment, il a un niveau de sécurité correct. Le public peut être accueilli à l'intérieur sans souci. Ou au contraire, il y a un avis défavorable parce qu'on estime que le niveau de sécurité n'est pas celui que l'on estime correct pour accueillir du public. Moi, avec l'ancienneté que j'ai, il y en a, ça fait longtemps qu'on se côtoie, mais avec l'ancienneté que j'ai, je m'aperçois aussi que l'acceptation du risque ou l'acceptabilité du risque n'est plus du tout la même. Moi, quand j'ai commencé à faire de la prévention dans les années 90, je ne demandais pas la même chose que ce que je demande aujourd'hui, ou ce que mon équipe demande aujourd'hui. Et le risque aujourd'hui n'est pas accepté du tout de la même manière. Rappelez-vous les centres de vacances dans lesquels vous avez pu aller étant jeune.
si on refaisait les mêmes, enfin, il n'y en a plus, des comme ça. Mais c'est le lycée qu'on voit dans les choristes et les lycées que vous construisez aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas les mêmes. Donc, et ça, cette notion, on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, on ne supporte plus, et quelque part c'est normal, je ne suis pas en train d'essayer de vous dire qu'il faut tout avaler, mais on ne supporte plus le moindre accident du moindre enfant dans un établissement scolaire. Et on en pousse même le raisonnement très très loin. Donc, vous voyez, c'est des choses... il y a des endroits où je vais être un peu trivial, il y a des endroits où on aurait presque le droit de mourir, dans les hôtels minables qu'on appelle de marchands de sommeil, et quand vous avez 20-25 personnes qui décèdent comme à Paris au Paris Opéra. Ça choque, ça fait les titres un tout petit peu. Ouais, mais c'est pas la même population, c'est pas un hôtel de touristes, c'est pas un hôtel à Courchevel, c'est pas. Donc, vous voyez, la notion d'acceptabilité, elle n'est pas du tout la même. Et pourtant, le niveau de sécurité, c'est un hôtel, ça devrait être le même partout, mais c'est pas le cas. Et donc, quand on a fait ce bilan, on fait des prescriptions. Et les prescriptions, là aussi, c'est pour le maire, pour que le maire dise au propriétaire, à l'exploitant, voilà, pour remonter votre niveau de sécurité, il faut faire tout ça. Et nous, on n'émet toujours que des avis. On n'est pas... Moi, je n'ai pas une étoile de shérif, je n'ai pas un flingue, je n'ai pas le droit de verbaliser. Et... Vous voyez, le positionnement, il faut vraiment... Ce qui n'empêche pas que dans nos équipes, il peut y avoir des shérifs. Et oui, et oui, et oui. Mais j'ai été jeune préventionniste un peu con. Ce que j'ai écrit dans les années 90, j'en suis pas toujours fier. Quand on relit ça avec du recul, on dit oula, j'étais peut-être allé un peu loin. Et le tout, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre, en fait. On ne fait pas reconstruire les bâtiments existants. Pourtant, il y a des façons de les améliorer régulièrement qui permettent de trouver des solutions. Vous voyez l'idée ? On était tout à l'heure avec Alain Viret sur un projet de collège où, dans la discussion, on discutait des espaces d'attente sécurisés. Qu'est-ce qu'on fait des personnes à mobilité réduite dans les étages ? C'est soit vous nous faites des boîtes coupe-feu 1 heure qui coûtent cher, qui sont non fonctionnelles parce que les portes coupe-feu elles sont épaisses comme ça et que les gamins ne peuvent pas les manipuler, ou alors on trouve d'autres solutions. Et sur le projet de collège, il y avait d'autres solutions. Et on prend les autres solutions, elles ne coûtent pas cher, elles sont faciles et tout va bien. Le but, c'est aussi de faire des économies pour que les projets se fassent. Si on fixe la barre trop haut, il y a un moment où ça ne se fait plus. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment cette notion d'analyse de risque. Et puis, en dehors des commissions de sécurité, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. On doit être des conseillers techniques des maires sur tous les sujets qui concernent le bâti. Alors là, on parle ERP, mais moi, je m'occupe aussi d'industrie, on s'occupe aussi d'habitation. Pas beaucoup, mais... Quand on regarde bien en France, où est-ce qu'il y a des morts en incendie ? Dans les immeubles d'habitation, y compris les maisons individuelles d'ailleurs. Mais ça, c'est pas un défaut constructif la plupart du temps. Quand je regardais ce matin, je regardais le bulletin de renseignement quotidien national. Quand je vois 4 morts dans un immeuble à Bressuire, 4 morts dans un immeuble qui fait R+2, waouh, à 7 h du matin. En fait, c'est sans doute une famille qui... Le feu est parti dans l'appartement, peut-être les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée ne marchaient pas où il n'y en avait pas. Enfin bon, vous avez 4 morts dans un tout petit immeuble. Il n'y a pas besoin de faire des immeubles de 200 mètres de haut pour qu'il y ait des accidents. Donc, et on parlait tout à l'heure des bailleurs sociaux. Moi, je travaille beaucoup avec Cristal Habitat. Ils ont des grands programmes de rénovation des bâtiments. Et on allait les voir en disant comment on peut faire pour que, dans le cadre de rénovation, que ce soit une rénovation énergétique ou autre, on puisse pouvoir améliorer la sécurité des habitants. Moi, je suis toujours peiné quand je vois des familles qui décèdent dans un immeuble parce que les comportements n'étaient pas les bons et ainsi de suite. Donc, vous voyez, l'idée, on est là aussi en conseiller technique. On sait un peu comment marche le feu, comment marche la fumée, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Ici, on a fait pas mal d'améliorations dans des bâtiments. Qu'on soit à la tour du stade, par exemple, à côté de la piscine à Chambéry, les grandes tours à Chambéry-Lot, tout ça, c'est du dialogue et on arrive à trouver des solutions. Et donc, on est le conseiller technique de l'autorité de police, le maire ou le préfet pour tous les sujets de sécurité civile. Donc, c'est vaste, mais c'est là que c'est intéressant. Il y a un sujet qui peut vous intéresser un petit peu, c'est la défense extérieure contre l'incendie. Je vous dis qu'en Savoie, on a 16 000 points d'eau recensés et qu'on suit quotidiennement.
Alors pourquoi on les suit quotidiennement? C'est que quand un point d'eau incendie est inopérant parce qu'il est cassé ou que le réservoir d'eau du village est vide, si on doit intervenir dans ce secteur-là tout à l'heure, il faut qu'on sache si on a de l'eau ou pas de l'eau. Donc on suit ça au quotidien avec les sociétés d'affermage et donc tous ceux qui gèrent. Par contre, vous, ça vous intéresse parce qu'on a énormément de questions de votre part. Sur est-ce que mon bâtiment il est trop loin du point d'eau incendie? Est-ce que je dois en mettre un? Est-ce que je dois poser une réserve? Est-ce que tous ces sujets-là? Tous les départements ont un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. Nous, on est dans les derniers à l'avoir fait. Il est sorti en 2018. La plupart, c'est autour de 2017. Et dans chaque département, vous avez des fiches qui vous permettent de dire, pour les bâtiments de première famille, c'est 30 mètres cubes à 200 mètres, à 400 mètres. Et tout ça, ça existe. Vous les trouvez sur Internet. Si vous ne les avez pas, on vous les fournit, c'est super facile. Mais c'est extrêmement important parce que ça permet de gagner du temps. Je veux dire, dans un projet de lotissement, est-ce qu'il faut faire une réserve incendie ou mettre un point d'eau? Oui, non, on est trop loin, on n'est pas trop loin. Parce que c'est ce qui intéresse les maires. Parce que le maire, il est responsable. Quand il vous donne une autorisation de construire un lotissement ou des maisons, à partir du moment où il a donné l'autorisation, ça veut dire qu'il a pris en compte la défense extérieure contre l'incendie. Des fois, c'est un peu oublié. Mais ça, c'est un point important. Et si vous avez des questions, forcément, dans les tableaux qui permettent de savoir quelle défense incendie on met pour les premières à quatrième familles des immeubles d'habitation, ça, c'est facile. Et forcément, dès qu'on est en installation classée, dès qu'on est en industrie, il n'y a pas de tableau, puisqu'il faut s'adapter à chaque fois. Mais si vous avez des projets industriels, il faut prendre en compte et la défense incendie et aujourd'hui la rétention des eaux. La règle D9, donc, qui est une règle d'assurance sur la défense incendie, elle a un deuxième fascicule qui est la D9A qui s'occupe de la rétention des eaux d'incendie. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rejeter des eaux d'incendie dans le milieu naturel sans les contrôler, vu les risques de pollution. Quand on est ici, je veux dire, le moindre écoulement d'eau, vous faites un feu de voiture dans la rue ici, en quelques dizaines de minutes, c'est au lac. Donc si on ne sait pas barrer les réseaux ou retenir les eaux, on pollue. Alors si c'est qu'un feu de voiture, ça va pas. Ça se verra sur le lac s'il y aura de l'irisation, mais ça ira pas trop loin. Dès qu'on est dans de l'industrie ou des bâtiments un peu grands, on se pose des questions. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des soucis avec une pisciculture. On fait un feu de bâtiment agricole, et donc la pisciculture estime que parce que nos eaux de ruissellement ont impacté sa pisciculture, qu'il a perdu toute sa récolte, ses produits. Donc vous voyez, donc quand on pense défense incendie, on pense aussi rétention. Dès qu'on est en industrie, ça c'est obligatoire. C'est des choses, il faut juste en avoir connaissance. Qu'est-ce qui nous intéresse aussi? Les règles d'urbanisme. L'urbanisme, ça ne me regarde pas. Moi, je sais que ça existe, mais ça ne me regarde pas. Pourtant, je me suis quand même un petit peu renseigné. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure des stations de ski, on a beaucoup de projets qui posent des questions. Parce qu'en fait, les maîtres d'ouvrage, en fonction du PLU, vont construire tel ou tel type de bâtiment. Et là, je parle des résidences de tourisme. Je voulais vraiment vous glisser une petite info là-dessus. Mais je sais que c'est pris en compte, on en discute énormément en commission départementale de sécurité. Une résidence de tourisme, ça peut être soit une habitation, soit un hôtel. Pour le même type de bâtiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Tout est question de la forme juridique et de son exploitation. Et on a parfois des maîtres d'ouvrage assez habiles. Moi, j'en ai un en tête. Dans la même station, il me pose 2 immeubles qui sont les mêmes. Il y en a un qui est en habitation, il y en a un qui est en hôtel. Pourquoi vous faites ça? Parce que là, sur le PLU, je suis en zone habitation, je dois poser que de l'habitation. Là, je suis en zone hôtelière, je pose un hôtel. Et à la fin, c'est géré de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un hôtel qui n'a pas le niveau de sécurité attendu et on a une habitation, qui est une résidence de tourisme classique, ça va pas mal. Puis ça m'arrange là, parce que là, je suis moins embêté avec le stationnement, là un peu plus. Et en fait, on se retrouve avec des trucs inextricables. Quand en plus vous êtes à Courchevel, je ne vais pas citer de nom, mais quand vous êtes à Courchevel, où le PLU vous met une notion à 13,50 m en habitation et une notion à 16,50 m en ERP, le même bâtiment, la même résidence de tourisme, selon comment vous la tournez, vous faites un étage de plus. Un étage de plus à Courchevel, ça peut être rentable. Et à la fin, vous êtes en impasse.
parce que c'est un hôtel non conforme, et pourtant, ils n'ont pas le droit d'être habitation, parce qu'à l'endroit où ils sont, ils ne peuvent pas être habitation. Mais ça, c'est des sujets, en fait, il faut vraiment en avoir conscience pour que, au moment où vous allez, en tant que maître d'œuvre, concepteur, porter le sujet, il faut vraiment éviter de tomber dans des choses comme ça, quoi. Parce que là, je vous dis, le cas que j'ai en tête à Courchevel, inextricable. Sauf à ce que la mairie remodifie son PLU. C'est pas gagné. Donc l'urbanisme, nous, on ne le regarde pas. Pourtant, bon, on en a connaissance, on essaye de comprendre ce qui se passe, toujours dans cette idée de comprendre le métier de l'autre. Vous voyez le principe. Sur les projets d'habitation, normalement, on n'est pas consulté. Quand je vois arriver un projet de lotissement, je réponds poliment pour dire que ça ne m'intéresse pas, mais on essaie de rester poli. On a encore un peu d'éducation. Et par contre, les seules choses qu'on est en droit de regarder en habitation, c'est la desserte et l'accès des secours et la défense incendie. Donc, la plupart du temps, je vous dis défense incendie, vous avez des fiches, c'est un 3e famille B, il faut tant à tel endroit, il y a tant de poteaux d'incendie, bon, il n'y a pas de sujet. La desserte, moi je traite beaucoup plus de litiges entre voisins, parce que le voisin se gare devant chez moi et donc ça va gêner l'accès des secours. Non, vous êtes en lotissement des immeubles de première famille, il n'y a même pas besoin de desserte des secours. Alors quand vous dites aux gens que le camion de pompiers, il n'a pas besoin d'aller devant chez eux, non. Ça crie, ça râle, mais tant pis. Enfin, mais j'ai toutes les semaines des litiges entre riverains sur ces sujets-là. La desserte, oui, elle est importante sur les immeubles à partir de la 3e famille. En dessous, il n'y a pratiquement rien. Mais bon, ça, c'est assez clair dans le règlement. Et en fait, tous ces points où je veux attirer votre attention, c'est qu'on peut quasiment déroger à tout. Donc, quand il y a un problème de desserte ou autre, on peut. Alors, quand on dit dérogation, forcément, il y a compensation. Il faut voir comment ça s'articule, mais on peut tout faire. Sur la défense incendie, c'est pareil. Je n'ai pas de poteau d'incendie, c'est peut-être pas grave. Il y a sans doute moyen de mettre une réserve, de mettre quelque chose. Bon, à part en urbain, en urbain, il faut qu'on ait du réseau sous pression, sinon on est embêté. Mais en rural, sont posées énormément de bâches souples aujourd'hui. C'est très facile. Un petit peu de terrain plat et hop. Bon, le terrain plat ici, ça peut coûter cher, mais... Et puis donc sur les projets industriels et les installations classées, on n'est pas tellement consulté, mais en fait on est conseiller technique de l'autorité de police, notamment de l'ADREAL. Et en fait on a un énorme partenariat, un très très bon partenariat avec l'ADREAL et autres services là-dessus, tous ceux qui siègent au conseil départemental de l'environnement des risques technologiques. Donc, et on est régulièrement consulté pour émettre des avis techniques sur des points particuliers, soit opérationnels, soit de défense incendie. Donc ça, là pareil, quand vous agrandissez tel bâtiment industriel, vous voyez que quelque chose va un peu clocher, on est aussi là pour ça, quoi. Parce que la plupart du temps, vous êtes entouré d'un bureau de contrôle qui va vous faire une analyse technique du bâtiment. Dès que vous voyez que vous n'êtes pas dans les cases, il faut prendre contact avec le SDIS. C'est pas une obligation, mais ça fluidifie tellement les choses que... Ici, à Aix-les-Bains, on a eu récemment contact avec la maroquinerie Hermès, qui est MHM, c'est manufacture de haute maroquinerie. Ils ont un projet d'extension. On s'est rencontrés pour parler défense incendie. Et ça se passe très bien. L'ADREAL était là, tout le monde était autour de la table, et donc à partir de là, le dialogue se fait et ça marche. Bon, les ERP, évidemment, je vous fais juste un rappel, mais... je vais même être en avance. Si vous n'avez pas de questions, je vais être en avance. On classe ça par catégorie. Ça ne vous pose pas de problème. La réglementation des ERP, donc les dispositions générales, les dispositions particulières et spéciales. Les ERP de 5e catégorie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, quand il n'y a pas de locaux à sommeil, c'est vrai qu'on passe très vite dessus. Par contre, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette phase qui est liée à la dématérialisation. Dans le département de la Savoie, on a totalement passé à la dématérialisation au niveau de la prévention. On ne reçoit plus de papier. Quand on reçoit du papier, là aussi, on essaie de rester poli, mais on demande à ce que tout soit numérisé.
Et en fait, cette dématérialisation, elle nous a posé énormément de soucis. Genre, je ne parle pas du logiciel, du matériel qu'il a fallu acheter. Hein. On est comme vous, on a plein d'écrans partout autour du bureau, des grands, des petits. Chaque préventionniste travaille avec trois écrans aujourd'hui. Et en fait, notre gros souci sur les dossiers qui nous arrivent, c'est qu'en fait, ils sont mal rangés. On nous fait un PDF où il y a tout dedans. Et au milieu du PDF, il faut trouver les plans qui nous intéressent. Alors moi, les plans accessibilité m'intéressent moins. Hein. Par contre, il faut que je trouve le plan masse, il faut que je trouve les plans de niveau, il faut que je trouve la notice de sécurité. Et donc là, on a un gros progrès à faire tous ensemble. Alors nous arrive, moi je le dis à mes préventionnistes, rappelez l'architecte pour qu'il vous envoie les bons documents découpés comme il faut. Alors c'est pas normal, hein, mais oui. Bah, à ce sujet-là, il faut savoir que nous, on n'a qu'une seule classe, PC39, PC40. Alors on nous a dit que dans Plateau, parce qu'on est bien impliqué dans la démarche Plateau au ministère de l'Intérieur, on nous a dit que dans Plateau, ça allait évoluer justement pour que ce soit découpé. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que quand c'est tout dans PC40, c'est pas mal quand c'est tout dans PC40. Mais c'est un vrai souci, hein, notamment sur les autorisations de travaux, parce que les PC, c'est bien clair, ça passe par la procédure. Les autorisations de travaux, le pizzaiolo du coin qui me fait encore les plans sur une feuille en papier millimétré avec une notice de sécurité sortie de je ne sais pas où. Bon, bah, ça, on en a une fois de temps en temps, cela, c'est pas grave. Mais on a aussi des grosses autorisations de travaux, de raménagement, de gros établissements. C'est que du raménagement intérieur, on n'est pas en permis. Si ce n'est pas fait comme il faut, on perd tous du temps, quoi. Et nous, on a une perte de temps. Alors, déjà, je n'ai pas assez de personnel, mais en plus, on a une perte de temps actuellement pour justement découper les fichiers de façon à ce qu'on soit le plus efficace, quoi. Parce que forcément, quand vous avez des monstres fichiers, en plus, bon, c'est difficile à ouvrir. Enfin, bon, vous connaissez ça, hein, c'est pas la peine. Hein. Mais donc ça, on est vraiment en attente. Et si peut-être que côté hors des architectes, si vous avez des demandes qui sont un peu les mêmes que nous, on va peut-être pouvoir faire évoluer les choses. Je sais que Plateau est en cours d'évolution, mais je suis d'accord avec vous. PC39, PC40, ça ne suffit pas tout à fait. Enfin, tant qu'on est sur des bâtiments pas trop complexes, ça va, mais on le voit bien en station, on a des 10-12 niveaux, ça commence à faire des choses à empiler, quoi. C'est pas gagné. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on peut aussi vous appeler en disant vous ne pourriez pas me faire passer le fichier qui va bien. Parce que là, on gagne beaucoup de temps. Après, c'est un jeu d'honnêteté entre nous. Le fichier que vous nous donnez, c'est bien celui qui est au permis. Hein. Ah, il y a des anecdotes aussi sur des choses qui ont pu disparaître entre deux versions. Donc, ça arrive. Donc, nous, on émet des avis sur les projets. Donc, je vous dis bien, ce sont des avis. Donc, si c'est défavorable, l'autorité de police en fait ce qu'elle veut. Bon, vous, en tant que maître d'œuvre, je pense que vous seriez un petit peu embêté de voir un permis de construire avec avis défavorable construit quand même. Parce qu'à la fin, il va falloir le réceptionner, comme je vous disais tout à l'heure. Parlons des demandes de dérogation. Je vous ai dit il y a quelques instants qu'en fait, on peut quasi déroger à tout. Quasiment. Le tout, c'est quand on déroge, on trouve des solutions techniques pour pallier ce qui va manquer. On ne fait pas la même prévention en centre-ville de Lyon, ou je vais prendre une autre ville, peu importe laquelle, au centre-ville de Lyon où c'est plat, qu'à Tignes, à Val d'Isère ou à La Plagne. Si j'applique la même prévention, il n'y aura plus rien qui se fera en station. Si on prend les derniers projets du Club Med, le concept du Club Med, c'est de vous dire, mon client, il est au milieu de la neige, il arrive avec sa voiture, il rentre dans un parc de stationnement, il est au milieu de la neige, il a l'impression d'être dans un chalet au milieu de la neige. Ouais. Quand vous faites un chalet avec 1200 lits, qu'il n'y a pas de façade accessible aux sapeurs-pompiers, qu'il n'y a pas d'accès des camions, carrément, le camion il peut être assez loin, forcément, il faut déroger aux règles d'accessibilité des façades, aux règles d'accès des secours, et forcément, il faut trouver une compensation. Aujourd'hui, le problème, c'est que techniquement, la compensation, elle commence à être d'un niveau plutôt élevé. Avant 2011, quand dans les hôtels, les chambres n'étaient pas détectées, on mettait de la détection dans les chambres en disant ça compense tout. Aujourd'hui, toutes les chambres sont détectées, les matériaux sont tous contrôlés, à part dans les chambres. Donc, résultat de la compensation, si on veut
trouver des solutions pour ce concept d'hôtel non accessible aux engins de secours, ben, on va rapidement vers de l'extinction automatique à eau, vers des choses qui ont un certain coût, mais qui ont aussi un intérêt. Tous les pays du nord de l'Europe, tous les États-Unis, le Canada, c'est tout sprinklé. Il y a de l'extinction automatique de partout. Moi, je suis allé en Suisse dans des hôtels où il y a et du sprinklage et de la détection. Donc, c'est des choses pas forcément choquantes. Le tout, c'est que forcément, ça doit s'intégrer au départ. Ou alors, on rajoute des dégagements, on rajoute des escaliers. Enfin, il y a toujours des solutions. Et là, il faut vraiment que ce soit un dialogue entre vous, le bureau de contrôle et nous. Le bureau de contrôle, j'en parle après, il n'a pas le droit de concevoir les bâtiments. Nous non plus. C'est vous, les concepteurs. Mais n'empêche que si on dialogue, si on tombe d'accord sur des solutions, c'est beaucoup plus simple. Donc, moi, j'ai un escalier à Courchevel qui porte mon nom. L'architecte qui m'a dit, celui-là, je l'ai rajouté à cause de vous, il porte votre nom. OK, c'est pas grave. N'empêche qu'aujourd'hui, le bâtiment, il a un niveau de sécurité qui est correct. Donc, et puis un architecte, un escalier de plus sur un monstre projet, c'est rien, quoi. Le tout, c'est de trouver la place pour que ça rentre. Je sais bien. Mais là aussi, si on comprend vos besoins, je veux dire, la salle, elle fait 150 mètres carrés. Si je vous en pique 20 pour faire autre chose, vous allez dire, mais attendez, je ne rentre plus dans mon cahier des charges. Donc. Mais tout ça, c'est bien du dialogue qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Donc, c'est extrêmement important. Donc, les demandes de dérogation, le bureau de contrôle, quand il fait son analyse, dit, attendez, cet article-là, ça ne rentre pas, celui-là, celui-là, celui-là. Et il n'y a pas de limite au nombre de dérogations. Après, c'est sûr, s'il y a 12 dérogations sur un projet, on va se dire, dans la conception, il y a peut-être un souci. Mais ce n'est pas grave non plus, parce que vous avez le droit de concevoir ce que vous voulez. Enfin, vous êtes des artistes, pour la plupart. Donc, comme vous êtes des artistes, vous voulez des grands volumes ouverts. Tout. Nous, on est beaucoup plus pragmatiques. On sait que la fumée ne doit pas sortir du volume. Donc, on veut tout refermer. On ne veut pas de communication entre les niveaux. Et le règlement va dans ce sens. Bon, je vous parlais tout à l'heure du projet que je voyais juste avant de venir ici avec Alain Viret. Ils nous mettent en communication plein d'atriums, de volumes, de machins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il faut savoir comment va se comporter l'incendie dans ce type de bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On modélise ça en ingénierie de la sécurité incendie. Donc pour quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros, je parle sur des gros projets, l'hôpital de Chambéry, le nouvel hôpital de Chambéry, c'était 240 millions d'euros au départ. L'ingénierie de la sécurité incendie, tout compris, c'est 50 000. C'est zéro. 50 000 euros, ça a permis d'avoir une recouverte de 130 mètres de long avec un atrium de 18 mètres au milieu d'un hôpital. C'est comme si vous aviez un mail de centre commercial au milieu d'un hôpital. Est-ce que c'est acceptable ? Vu comme ça, non. Une fois que c'est modélisé, que le désenfumage est calculé par rapport à tout ça, c'est acceptable et c'est accepté. Donc, dès que vous êtes dans des conceptions un peu particulières, pensez ingénierie de la sécurité incendie. Aujourd'hui, on sait modéliser le comportement du feu, de la fumée. Alors, on part évidemment, si on prend une salle comme celle-ci, on va se poser la question du mobilier qui va brûler. On ne va pas faire brûler une voiture là au milieu. Il n'y a pas de voiture ici, donc il n'y a pas de raison de faire brûler une voiture. Par contre, il y a du mobilier, ça fait tel potentiel, et tout est modélisable. Et la fumée ici, comment elle va se comporter ? Elle va sortir par là. Tout ça, c'est modélisable, et ça permet de comprendre comment marche l'établissement. Enfin, avant qu'il soit conçu, on sait comment ça va se passer. On sait modéliser l'évacuation des personnes. Alors, ce n'est pas encore dans le règlement de sécurité, l'ingénierie de l'évacuation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on fait des projets très particuliers, on calcule le temps d'évacuation des personnes et à l'inverse, donc le temps d'atteindre des critères. Donc la fumée, elle va, si on prend une salle de spectacle comme le phare, où il y a eu de l'ingénierie de la sécurité incendie. Au phare, qu'est-ce qui nous intéressait ? C'était de savoir si en cas de départ de feu en bas, enfin dans la grande salle, est-ce que le public qui est au sommet des gradins aurait la tête dans la fumée avant d'avoir pu évacuer ? Et en fait, on modélise le flux des gens qui sortent, on modélise la fumée qui monte. Si tout ça ne se rencontre pas, le niveau de sécurité est correct. Même si la fumée détruit tout, même si à un moment la structure métallique va s'écrouler, c'est un autre sujet. Mais ce qu'on cherche en établissement du public, c'est la sécurité du public. Donc tout ça, c'est modélisable. Donc dès que vous avez des choses qui ne sont pas des classiques boîtes à chaussures, vous pouvez penser à ça. Et si vous avez un doute, on en discute. Donc, vous voyez, on peut évoluer dans tout un tas de domaines. Il faut vraiment...
Donc voilà. Les courriers de 5e catégorie, on en a parlé, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. On a des partenaires respectifs. Je vous ai déjà parlé des bureaux de contrôle. Les bureaux de contrôle, on travaille en confiance avec eux. C'est-à-dire que quand le bâtiment est construit, ils vont me dire que cette cloison est conforme. Il n'y a qu'eux qui peuvent me le dire. Parce que moi, je ne vais pas aller gratter derrière, savoir ce qui a été mis comme isolant, degré coupe-feu et autres. Donc, les seuls qui sont censés suivre le chantier et attester que le placo qui est mis là derrière, c'est un placo coupe-feu tel qu'il doit l'être par rapport à la salle d'à côté, c'est bien le bureau de contrôle. Et on est obligé d'avoir confiance les uns envers les autres. Vous dans le cadre de votre projet, vous payez, il y a un bureau de contrôle qui est payé. Moi, pour donner un avis sur l'ouverture de ce bâtiment, je vais m'appuyer sur le rapport du bureau de contrôle. Il faut qu'on ait confiance les uns envers les autres. Ce n'est pas une question de marque, c'est une question de personne. Je ne vais pas vous dire APAV est mieux qu'Alpe Control, que Socotec, j'en cite que 3, mais je suis actionnaire d'aucun. Mais le tout, c'est vraiment d'avoir cette relation de confiance, et pour vous aussi. C'est-à-dire que le bureau de contrôle, l'ingénieur du bureau de contrôle qui vous dit oui à tous vos projets, pour moi, ce n'est pas une relation de confiance. Il y a un moment, il doit vous dire attention, là, vous vous écartez du règlement et ce n'est pas conforme. Les plus anciens, on en connaissait un, il avait tout plein de chantiers en montagne, il disait toujours oui à tout. Il expliquait même à ses clients que non, mais ça c'est dans le règlement, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire là, vous n'êtes pas dans le règlement, on va demander l'avis de la commission de sécurité et des préventionnistes. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut tout construire, on peut tout faire, à partir du moment où on se met d'accord sur les éléments. Donc, le bureau de contrôle, on est bien d'accord, il n'est pas à la conception, mais n'empêche que quand il est à côté de nous, à côté de vous, ça se passe vachement mieux. Donc, officiellement, il n'a pas le droit de faire de conception, il n'a pas le droit de rédiger la notice de sécurité. On est bien d'accord là aussi. Donc, il émet un avis préliminaire sur le dossier ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment vous appelez le sujet. Et puis, il y a d'autres personnes très importantes pour nous, ce sont les coordinateurs SSI. Un coordinateur SSI doit concevoir le système de sécurité incendie, alors pas quand il y a une alarme type 4 dans un supermarché, non, mais dès qu'on est dans des choses un peu évoluées, il conçoit la mise en sécurité du bâtiment. Et là aussi, il le fait avec vous. Parce que s'il faut mettre des clapets coupe-feu, fermer les portes en automatique, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut intégrer rapidement au stade du projet. Donc le coordinateur SSI, là aussi, doit travailler avec le bureau de contrôle, vous et nous. Et normalement, il doit même présenter la mise en sécurité du bâtiment en marge du permis de construire, mais ça doit être présenté pour avis de la commission de sécurité. Donc vous voyez, c'est des choses importantes. Et en venant vous voir ici, alors je ne voulais surtout pas vous assommer, mais l'idée, c'est savoir comment on pourrait mieux travailler ensemble. Alors je parle pour nous, SDIS de la Savoie, mais ça vaut pour mes collègues. Et je pense que la prochaine réunion zonale des responsables prévention, on a ça tous les 4-5 mois, on invitera l'ordre des architectes. Normalement, la prochaine est à Lyon. J'ai proposé ça à mon collègue qui est le chef du groupement prévention du Rhône, pour qu'on puisse échanger, pour voir comment on peut mieux travailler ensemble. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où c'est compliqué. Moi, j'interviens à l'École nationale à Paris, en formation de maintien des acquis, et régulièrement, j'ai des gens qui me disent, mais... Parce qu'en face de moi, je n'ai pas que des préventionnistes, j'ai aussi des bureaux de contrôle qui viennent se recycler ou d'autres personnes qui sont des référents sécurité dans leur domaine. Ils me disent, mais là, j'arrive jamais à avoir le préventionniste, par exemple. J'ai eu une fois un des responsables d'un grand groupe de maisons de retraite, il travaille sur la France entière, et il me dit, mais il y a des départements, je ne peux pas avoir accès aux préventionnistes. Bon, ça dépend du directeur, de la politique qu'il met en place, et du chef de groupement, la façon dont il met en œuvre les directives de son patron. Moi, mon patron, il est clair, il me dit il faut être ouvert, il faut recevoir, il faut trouver du temps. Bon, on change de directeur dans 2 mois, mais vu le passé du directeur, je ne suis pas inquiet, ce sera encore comme ça. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut se concerter de façon à ce que vous ne nous embêtiez pas quand vous nous téléphonez, parce que si vous nous embêtez... suivant le collègue qui vous répond, ce sera plus ou moins brusque. Donc, le but, c'est ça, c'est de dire, bon, quand est-ce que vous pouvez nous consulter? Quand est-ce que... Moi, j'ai régulièrement des maîtres d'œuvre qui m'appellent en me disant, bon, j'ai un projet de supermarché, 800 mètres carrés, il y a des problèmes? Non,
ben, on reste en bon terme, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine qu'on perde du temps. S'il n'y a pas de sujet, gagnons tous du temps. Le permis il va passer, mais super facilement. Par contre, ben, il faut faire ce choix. Et là, il faut vous appuyer sur le bureau de contrôle pour dire, ben, dans tel projet, le bureau de contrôle voit qu'il y a un écueil ou il y a vraiment une question particulière. Oui, on se voit. On est là pour ça, donc pour que les projets soient fluides et que ça passe bien, quoi. Hein, donc il y en a quelques-uns là, on a beaucoup travaillé ensemble. Ben, oui, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Donc les projets, quand vous les présentez, eh ben, on s'appelle, on échange des mails, ou enfin peu importe, mais le tout c'est que ce soit simple. Hein, donc n'hésitez surtout pas. Dans d'autres départements, prenez contact. Si vous ne les connaissez pas, prenez contact avec le chef du groupement prévention. De toute façon, ce qui vous donne un petit peu la ligne de conduite. On est un peu tous en souffrance en termes d'effectifs, hein, je ne vous le cache pas. Mais bon, moi, je connais des collègues où c'est non, on ne reçoit pas les architectes. Voilà. Si je reprends un sujet comme un Club Med, le Club Med, on y passe des heures avec eux avant, mais quand le permis de construire arrive, on connaît le sujet, ça passe très très bien. En cours de chantier, quand les chantiers sont très complexes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Club Med à Val Thorens, vous rentrez dans le parc de stationnement, il y a une hauteur comme ça de colonne sèche. Ben pourquoi il y a une hauteur comme ça de colonne sèche? Parce qu'on s'est mis d'accord sur cette façon de faire. Et chaque colonne sèche, elle a la couleur de l'escalier que l'on retrouve dans les bâtiments, parce que ce sont des ailes qui sont perpendiculaires à un grand axe de circulation. Et ben, chaque colonne sèche correspond à la couleur de l'escalier. Au lieu de se nommer A, B, C, D, E, F, G, c'est beaucoup plus simple. Bon, normalement, les pompiers ne sont pas daltoniens, donc on doit y arriver. Non, mais il faut s'imaginer l'intervention à 2 h du matin, quoi. À 2 h du matin, il faut que ce soit simplissime pour le sapeur-pompier. Donc, on est dans l'aile où c'est l'escalier bleu, ben, on alimente la colonne sèche de bleu et tout va bien. Et tout ça, c'est parce qu'on s'est mis d'accord ensemble. Hein, donc, vous voyez, il y a ce côté opérationnel. Donc, vraiment, si on peut arriver à ce dialogue, à cette simplicité, c'est pas mal. Après, sur le suivi des projets, quand les bâtiments se construisent, qui ne sont pas complexes, qu'il n'y a pas de sujet particulier, on n'a pas besoin de se voir en cours de chantier. Moi, j'adorerais visiter les chantiers, mais j'ai déjà pas le temps de faire mon boulot, donc visiter les chantiers, c'est pas simple. Par contre, quand il y a des choses qui vont pas, pareil, en cours de projet, je dis pas qu'on a oublié l'escalier, mais presque. Ouais, il y a du vécu aussi. On a oublié l'escalier, on a oublié le désenfumage, on a oublié. Bon, aujourd'hui, avec les sciages béton, ils nous font des choses miraculeuses. Hein. J'ai vu dans du beau béton refaire des fenêtres. Ça va très, très vite. Mais pareil, quand on est en phase de chantier, qu'il y a un gros problème qui va arriver, il ne faut pas attendre la réception pour tirer la sonnette d'alarme avec le bureau de contrôle, de venir nous voir. On s'appelle. Ah ben là, j'y suis pas arrivé. Enfin, là, ça passe pas, ou on a un problème technique. Enfin, peu importe, mais il faut que les choses soient dites pour pas qu'on les découvre au moment de la réception. Il n'y a rien de pire que d'avoir un gros truc la veille de l'ouverture, quoi. Enfin, vous en souffrez, nous aussi. Et il y a toujours des solutions. Enfin, moi, je l'ai vu l'an dernier avec les pénuries de composants électroniques. On a eu 3 établissements scolaires, internats scolaires, où fin août, on vous dit les gamins rentrent le 5, le SSI ne marche pas parce qu'il me manque tel morceau, tel truc. Moi, mois d'août l'an dernier, j'ai fait que ça, de régler ce genre de problème. Oui, c'est grave. On ne va pas laisser rentrer les enfants à l'internat s'il n'y a pas de système de détection et de système d'alarme incendie. Et pourtant, il y a des solutions qui ont été différentes à chaque fois. À tel endroit, on a mis une vieille alarme de type 2B, on l'a raccordée quand même. Le tout, c'est que ça marchait. Ce n'était pas conforme, mais ça marchait. Et tout des bidouilles comme ça, mais parce que vous ne pouvez pas dire aux parents d'élèves, non, mais finalement, l'internat scolaire ne va pas ouvrir, et puis vous gardez vos enfants chez vous, ou alors ils vont faire... on voit comment ça se passe en station. Quand vous habitez à Tignes, vous êtes un petit peu interne à Bourg-Saint-Maurice, quoi. Si vous ne faites pas les allers-retours tous les jours. Donc, vous voyez, tout ça, il y a des solutions, mais ça veut dire qu'il faut se concerter d'abord. Il faut être très attentif et se concerter. Et puis, finalement, je vais être assez en avance.
Donc le but, c'est qu'on puisse définir nos attentes mutuelles, donc que vous nous fassiez remonter. Alors moi, je vais parler dans ce cas-là que pour la Savoie, mais faites-moi remonter par vos référents, faites-moi remonter les sujets qui sont un peu récurrents. Hein, quels sont les endroits où vous avez du souci. Alors les endroits géographiques ou pas d'ailleurs, parce que bon, la particularité du département, c'est que chaque préventionniste est affecté à un secteur géographique. Comme ça, le maire n'a qu'un interlocuteur. Et en fait, ça se passe bien depuis des années comme ça. Après, moi, j'ai une équipe d'hommes et de dames. Ce sont des êtres humains comme moi, faillibles, avec leur caractère, leur vécu, leurs difficultés. Donc, il y a des jours où ça se passe bien, d'autres jours où ça se passe moins bien, mais c'est comme dans toutes les équipes. Et je ne vous demande pas de me dire... un tel, il va bien ou il va pas bien, c'est pas le sujet. Encore, quand ça va bien, dites-le aussi, parce que c'est quand même assez sympa. Hein. Non, mais il y en a, je suis tout le temps en train de leur taper sur les doigts. Quand de temps en temps ça va bien, j'aime bien leur dire aussi. Puis en fait, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, quelles sont nos attentes mutuelles? Qu'est-ce que vous attendez de nous dans le dialogue, dans la construction? Nous, qu'est-ce qu'on attend de vous? Je vais un petit peu de vous l'exprimer, mais le but, c'est vraiment qu'on instaure ça. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans les projets? Donc, c'est un peu dans la même idée. Et puis, quelles sont les pistes d'amélioration? Qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble pour que ce soit plus efficace? Alors, pour moi, il y a un partenariat à créer. Il y a des sujets abordés dans l'avenir, soit au cours de 11-13, où on fait un truc spécifique sur tel domaine, réglementaire ou pas, hein, peu importe. Mais vous voyez, le spectre est assez large. La fréquence des interventions, si vous sentez qu'il y a un besoin très très régulier, on va mettre quelque chose en place. Et puis, moi, je suis assez étonné quand je rencontre... Alors, mes enfants sont en âge d'être en études pour quelques-uns, ils sont en cours de sortie, mais j'ai aussi des amis dont les enfants sont en école d'architecture. Et c'est un petit peu comme en école d'agronomie où on ne parle jamais de bio, quoi. Hein, je crois qu'il y a des écoles d'architecture, on ne parle jamais de sécurité incendie. Donc, ça m'inquiète quelque part, parce qu'en fait, le règlement de sécurité, oui, il est un petit peu touffu, il est un petit peu dense, mais les grandes lignes sont assez simples à comprendre. Enfin, un officier préventionniste, il est formé en 4 semaines sur le règlement de sécurité. Bon, faut l'avaler, mais bon, on a notre vécu opérationnel, mais il n'y a que 4 semaines de formation pour nous sur le règlement de sécurité. Donc, un architecte qui a un cerveau également qui tourne, même si vous êtes des artistes pour la plupart, vous êtes capable de rentrer ça. Donc, je me dis comment on pourrait faire pour approcher les écoles d'architectes pour qu'on ait cette fibre. Et là aussi, c'est pour ça qu'on veut rencontrer les collègues au niveau de la zone. Parce qu'en Savoie, il n'y a pas d'école d'architecte, donc je peux bien dire aux autres de le faire. Mais oui, l'école de Grenoble, de Saint-Étienne, de Lyon, comment on peut faire pour qu'on vienne vous parler de sécurité incendie? Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Et puis, aujourd'hui, on se pose tous des questions sur l'usage du bois, sur les matériaux biosourcés, sur tous ces trucs-là. En Norvège, ils nous font des IGH de 80 mètres en bois. OK, mais moi, je ne sais pas comment ils sont construits. Je suis assez confiant sur la sécurité incendie des Norvégiens. Donc, mais comment c'est construit, comment on peut arriver à ça? Quand le premier hôtel de 8 étages est arrivé au Corbier tout en bois, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu... Non. Enfin, moi, j'ai plus trop peur. Mais non, mais on s'est posé plein de questions. Alors, c'était Alpes Control qui était sur le sujet, donc on s'entend bien avec Sébastien Collin. On a beaucoup discuté du concept. On est allé voir le chantier en cours de route parce que, ouais, c'est exceptionnel. Enfin, bon, demain, ça ne le sera plus. Mais aujourd'hui, 8 étages en bois, c'est assez... Dans le concept, c'est sympa. Après, moi, je suis très rassuré d'avoir visité le chantier. Je suis très rassuré. Bon, je serais moins rassuré s'il y a une fuite d'eau. Hein, s'il y a une fuite d'eau au mois d'avril quand on ferme et qu'on la redécouvre au mois de juillet. Là, le bois, il aura peut-être fait une autre tête, mais c'est un autre sujet. Mais donc, dans l'idée, oui, on peut discuter de tout et voir comment on peut travailler ensemble dans ce domaine-là. Enfin, dans tous ces domaines. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est ouvert vers vous. On a besoin de travailler ensemble. Et il faut vraiment qu'on arrive à créer quelque chose. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Étienne.
Juste une formation sur le béton, d'ailleurs. Il y avait le SDIS, tu étais là, il y avait les anciens aussi. Et il y avait des vidéos qui nous avaient été montrées sur les dégâts du feu sur des ouvrages, métal, béton, etc. Et je pense que tant qu'on n'est pas confronté à la lecture visuelle de l'enjeu, surtout quand on est architecte maître d'œuvre, on peut passer à côté de certaines choses sur les opérations qu'on réalise, et en tout cas dans le contrôle qu'on fait, qu'on met sur ces opérations-là. On peut passer sur des protections mal faites, des choses comme ça, et pas sensibiliser les entreprises et les ouvriers sur le risque qu'ils font prendre à tous, quoi. Et donc je pense que pour les écoles par exemple, mais pas que pour les écoles, cette expérience que j'avais eue de cette formation, de cette présentation sur des images d'incendie, avec le doigt mis sur les sujets et qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça a tenu, pourquoi ça n'a pas tenu. C'était, moi, je suis reparti avec la chair de poule, quoi. Tu te poses des questions, quoi. Mais c'est là aussi, je reviens sur comprendre le métier de l'autre. Enfin, je veux dire, l'ingénieur béton, quand il vous dit que la structure métallique, elle doit être protégée par 1 cm, 2 cm, 3 cm de béton, c'est pas pour rien, quoi. Enfin, moi, j'ai la chance dans mon métier aujourd'hui de m'occuper aussi bien de tunnels que d'industrie que d'établissements recevant du public. Quand on voit le dernier feu de poids lourd dans le tunnel de Chamoise en Haute-Savoie, vous voyez l'état de la voûte en béton. Le béton, il est mangé par le feu, quoi. Il n'y a plus de béton, il est grignoté. Hein, donc, et la structure métallique, elle a lâché et forcément, c'était à 2 doigts de prendre la dalle coupe-feu qui protège le désenfumage. Elle était à 2 doigts de tomber, quoi. Et derrière, quand vous voyez un feu de poids lourd comme ça, c'est un feu de poids lourd, c'était environ 30 mégawatts de puissance, donc vous voyez le potentiel qu'il y a. Sur un feu de poids lourd comme ça, l'ouvrage, il est hors service pendant 15 jours, parce que déjà, juste pendant 15 jours, il faut faire toutes les analyses pour être sûr que ça marche, et après, il y aura encore des réparations. Donc ça vaut pour un tunnel avec des poids lourds, mais ça vaut pour tout. On voit un feu de chambre dans un hôtel, quand c'est bien maîtrisé, au pire, vous refaites la moquette. Si ce n'est pas maîtrisé, l'immeuble, il est hors service pour des mois ou des années. Donc, oui, c'est exactement ça. Alors, il y a les professionnels du béton qui font des cycles de formation, les professionnels du bois font la même chose, les marchands de métal vous disent non, mais nous, on est mieux. Mais tout est utilisable, en fait. Hein. Bois, métal, béton, le tout, c'est d'être dans la bonne conception pour le bon type d'usage. Et comme je vous disais tout à l'heure, on sait faire aujourd'hui aussi, je rebondis, sur l'ingénierie de la sécurité incendie. Aujourd'hui, on fait des parcs de stationnement tout en métal. Prenez le parc de la Cassine à côté de la gare, il est tout en structure métallique. Et on sait très bien que le métal, ça flambe ou ça perd ses qualités lorsqu'on y met un feu de voiture dessous. Et c'est calculé de façon à ce qu'on puisse, jusqu'à 6 voitures qui brûlent en même temps, la structure ne s'écroule pas. Ou au pire, elle va être endommagée juste sur la surface concernée, et après, c'est un treillage, on sait la réparer. Mais donc, aujourd'hui, tout est jouable, tout est constructible. On peut tout imaginer. Après, ce qu'on fait régulièrement dans le département de la Savoie, et là, on a été copié par les collègues, c'est qu'on réunit annuellement les bureaux de contrôle. Sur les bureaux de contrôle, ils font des rapports, et puis il y a des moments, des questions tellement techniques qu'on ne sait pas comment rentrer vraiment dans les cases. Et donc, on se réunit tous les ans. Bon, là, forcément, ça, on ne l'a pas fait pendant 2 ans. Mais on vient de la refaire là, fin mai, cette réunion. Et on pourrait imaginer le même type de rencontre avec vous sur une demi-journée, sur une journée où vous nous envoyez les questions à l'avance. Et nous, on avait préparé les réponses. Donc, les bureaux de contrôle avaient envoyé tout un tas de questions. Nous, entre nous, on avait listé plein de questions. Et on a passé la journée que sur des points techniques. Tiens, tel article, là, le CO53, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans telle disposition, comment je dois penser ça, comment je peux gérer ça. Et vous pouvez avoir les mêmes types de questionnements. Après, c'est juste avoir le format, mais oui, on a cette possibilité de consacrer un peu de temps. Ça peut même se faire en visio, hein, c'est pas un souci, mais on pourrait avoir des échanges techniques sur divers sujets. Hein. Où on pourrait également associer les bureaux de contrôle. Là, on a eu, par exemple, la réunion du mois de mai. On a fait intervenir un sapeur-pompier expert qui est chez nous, qui travaille à l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui dépend du commissariat de l'énergie atomique. Et il est venu nous parler panneaux solaires et batteries. Aujourd'hui, on met des panneaux solaires un peu partout. Donc, il nous a expliqué ce qui est intéressant, ce qui est moins.
Et puis aujourd'hui, on stocke l'énergie en batterie dans les sous-sols des hôtels. Il y a même un projet d'hôtel, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un d'entre vous, mais un projet d'hôtel à Tignes où on a un data center sous l'hôtel pour pouvoir chauffer l'hôtel, puisqu'il faut refroidir le data center, donc autant chauffer les bâtiments autour. Donc carrément, vous avez le data center sous le... Quand on voit comment flambent les data centers, c'est assez intéressant. Hein. Non mais... Qu'est-ce qu'on met comme dalle? Ouais, c'est local à risque important, on met 2 heures. Ouais, mais là, est-ce que c'est pas particulier? Est-ce qu'il ne faut pas mettre 3 heures? Ouais. On sait faire des dalles 3 heures, 4 heures, peu importe. Mais, et voyez, tous ces sujets-là, le comportement des batteries au milieu des établissements recevant du public, c'est sérieux. Hein. Je lisais, je ne sais pas si vous lisez Face au risque, au mois de mai, il y a un magasin de vélos qui est parti en fumée à Rouen. Il est quasi sûr que c'est la recharge des batteries électriques de vélos qui a fait démarrer le feu dans le magasin. Les recharges de batteries aujourd'hui, c'est un vrai problème. La présence des voitures électriques partout, c'est un vrai problème. Demain, on aura des voitures à hydrogène. Il y en a déjà, hein, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait des voitures à hydrogène dans les parcs de stationnement, dans les garages sous les immeubles d'habitation que vous créez? Enfin, tous ces sujets-là, c'est extrêmement intéressant. Et c'est une réalité. De toute façon, on est obligé d'évoluer. Hein. La société évolue, les technologies évoluent. On est obligé d'évoluer avec. Et plus on échange entre nous, plus on se comprend, plus on a de chances d'arriver à des résultats corrects. Quoi. Moi, je serais embêté que dans quelques années, comme c'est arrivé à certains préfets, si je prends le cas de Vaison-la-Romaine, qui avait autorisé de construire dans le lit de la rivière, on est allé chercher le préfet de l'époque qui était en retraite. Donc, si on pouvait me laisser passer une retraite tranquille, je serais bien aussi. Quoi. Hein, donc, non, mais je suis comme vous. En fait, le but, c'est que tout ce qu'on fait, nous, c'est pour ne pas faire la une de l'actualité. C'est-à-dire, en Savoie, nous, on a fait la une de l'actualité à l'Echerenne. On l'a refait la une de l'actualité à Courchevel il y a 2 ans. Moi, j'ai pas envie de faire la une de l'actualité. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, l'Echerenne, moi, je l'ai vécu. Toute la journée, j'étais commandant des opérations de secours. Donc, vous voyez, j'ai du vécu de vrai. Et bien, tout ça, si on pouvait éviter tout ça, nous, c'est le but, hein, la prévention. Même si je comprends aujourd'hui que je ne sauverai pas le monde entier. Quand j'étais petit, je voulais être pompier, je voulais sauver le monde entier. Je sais que j'y arriverai pas. Mais déjà, si on peut tous, on pose des briques pour que ça se passe bien, c'est beaucoup mieux. Quoi. Je prends la parole, mais juste pour rebondir par rapport à la première partie de la présentation avec la modélisation. Donc, la possibilité éventuelle de participer en fournissant des choses, c'est une chose, mais surtout de voir comment ça peut être utile pour nous, pour comprendre nos projets, comment ils interfèrent avec... Par petits groupes, on peut visiter. Non, mais on a prévu de le faire. Là, par exemple, on va recevoir la DDT Service Risque, parce qu'on travaille avec eux sur des exercices inondation, des exercices de crise. Et pour former leur cadre, on va le faire en réalité virtuelle. On est capable de vous inonder le bassin chambérien. C'est quand même plus sympa que d'attendre qu'il arrive. Donc, et plutôt que d'avoir que des cartes ou de chacun imagine, c'est vrai qu'en 3D, c'est beaucoup plus pratique. Moi, j'ai commencé il y a 3 semaines à faire de la réalité virtuelle dans mes fonctions. On se sent vite dans le truc, quoi. On avait un magasin feu vert, un parking à l'air libre, un immeuble. Et puis forcément, le magasin feu vert, il fume. Puis la fumée, elle va sur l'immeuble. Puis à chaque fois, vous en rajoutez. Ah, puis là, il y a un train de marchandises avec des produits dangereux. Enfin, puis vous rajoutez des scénarios et vous faites des nœuds au cerveau en 2 heures. Vous êtes rincé. Mais n'empêche que vous vous êtes mis dans une situation réaliste. Et visuellement, c'est vraiment bien. Et donc, vous avez vu, il y a la grande salle dans laquelle il y a les grands murs d'écran. Puis vous avez des petites salles où vous êtes plus dans votre véhicule de poste de commandement. Et donc, de temps en temps, vous sortez de votre véhicule de poste de commandement, il vous emmène, il dit, voilà la situation réelle. Est-ce que tu l'avais imaginé comme ça? L'impact du feu sur l'immeuble d'à côté, sur le machin, sur le truc. C'est super intéressant et c'est vraiment, ça se fait bien. Et en fait, je reviens sur les propos de nos collègues. En fait, on peut prendre n'importe quel type d'immeuble et le poser où on veut. Donc, que vous ayez fait une tour de 10 étages, un supermarché ou autre chose, on est preneur de toutes ces données, en fait, pour pouvoir les poser à droite, à gauche. On n'a absolument pas besoin de dire que c'est réaliste au milieu de Chambéry. C'est sûr que si on a la cathédrale de Chambéry, c'est sympa. Mais on n'a pas besoin d'immeubles particuliers. En fait, on est preneur de tout. Et alors, les immeubles où on peut se promener à l'intérieur, c'est vraiment génial, quoi. Parce que... Et là, on met en situation nos chefs d'agrès. Donc, le chef d'agrès, c'est celui qui conduit un agrès. C'est des vieux termes, hein, chez les sapeurs-pompiers. On parle d'agrès parce qu'à l'époque où il y avait des chevaux, hein,
c'était gréé. Et on parle de décaler aussi. Quand on part en intervention, on décale, c'est parce qu'à l'époque des voitures à chevaux, on enlevait les cales de devant les roues pour partir avec les chevaux. Donc vous voyez, on a toujours ces termes-là. Mais donc, le chef d'agrès, lui, il se retrouve, il doit faire sa reconnaissance dans les 3 dimensions. Donc il fait le tour de l'immeuble, s'il peut, parce que si vous avez des immeubles autour, pour aller dans la cour derrière, ce n'est pas forcément évident, il faut qu'il trouve. Après, il faut qu'il fasse sa reconnaissance en hauteur. Et en fait, tout ça, avec la réalité virtuelle, le gars, il a avec sa souris, son ordi, sa souris, puis il va reconnaître dans les étages, il revient, il doit donner les ordres à ses équipages ou demander les moyens qui lui manquent. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de niveau de détail ou savoir si c'est de la moquette, si elle est bleue, si elle est verte. Ce n'est pas ça le sujet. Mais déjà, quand on peut se déplacer dans les bâtiments, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, on est preneur de tout, y compris les immeubles de grande hauteur, si vous en avez. Oui. Ici, il n'y en a pas beaucoup. On en a, mais pas beaucoup. Puis il n'y en aura plus à construire, je pense. On est déjà assez en souci avec ceux qui existent. Donc, voilà, quand même. Je pense qu'on n'ira pas en immeuble de grande hauteur en Savoie. Enfin, j'espère. Ce serait dommage. On aurait perdu quelque chose. D'autres questions? Voilà, pile poil pour le casse-croûte. Donc, merci. Mes coordonnées, vous les aurez. N'hésitez pas. Je réponds aux mails quand on m'écrit. Je les lis et je réponds. Merci bien. Ça se passe où